Bonjour à tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo. Alors, exceptionnellement, je vais vous la poster sur la chaîne YouTube de Momo Market Live. Donc, c'est une chaîne que j'ai créée par rapport à notre Discord sur lequel nos membres, on travaille toute la semaine ensemble et qui va me permettre de vous poster des vidéos plus longues et donc de manière à pouvoir mieux voir un peu ma vue de marché en fait que j'ai sur les indices, on va dire à court terme, à échéance hebdomadaire, voire mensuelle. Là, je vous ai mis une représentation en fait des différents indices principaux. On a ici à gauche le DAX, ensuite le CAC, ensuite l'Eurostoxx pour la partie européenne, et ensuite vous avez le Dow Jones, le Nasdaq et le SP500. D'accord ? Les indices que vous voyez à l'écran sont des indices présentés sur une cotation qu'on appelle cash, c'est-à-dire pendant les heures d'ouverture où les actions cotent. Je vais essayer de vous donner un petit peu ma vue de marché et de vous dire un petit peu ce que je vois pour les prochaines semaines, voire pour les prochains mois. Donc je vais commencer d'abord avec la partie Europe. Vous voyez à l'écran que sur les trois indices que je vous ai représentés, DAX, CAC et Eurostoxx, je vous ai mis une unité de temps annuelle, d'accord, pour essayer d'avoir une vue de marché qui est beaucoup plus globale, qui nous permet d'avoir un champ de vision beaucoup plus élargi. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que si l'on dézoome ici sur nos indices, par exemple pour le DAX, on voit qu'on est toujours à l'intérieur d'une tendance haussière. Bien affirmée, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord ? Pareil pour le CAC, on est toujours à l'intérieur d'une tendance haussière. Une tendance haussière qui a démarré, vous voyez par exemple si je dézoome sur le CAC, on voit bien qu'on a sur le DAX, pardon, on voit bien qu'on a une tendance haussière qui s'est manifestée depuis les années 90, 98. On a eu des phases de retracement en 2003, puis ici la fameuse crise des subprimes en 2008. Et depuis 2008-2009, moment où lesquels les banques centrales ont commencé à lancer tout leur plan de relance, on a bien vu cette phase de liquidité abondante qui a permis en fait une poussée des marchés beaucoup plus haute. D'accord ? Donc pour l'instant, en annuel, on ne peut pas dire que le marché soit dans une autre tendance qu'une tendance haussière. On voit exactement le même phénomène sur le CAC, d'accord ? Pareil, une tendance haussière mais qui est peut-être un petit peu moins affirmée, mais on voit bien que depuis 2009, c'est pareil, on est rentré dans une phase haussière, et l'Eurostoxx 50, qui est l'indice européen qui regroupe l'ensemble des marchés, est pareil, sur une tendance haussière depuis 2009, mais bien entendu, moins affirmée, car l'Eurostoxx regroupe tous les indices de l'Europe, de la zone euro. D'accord ? Donc on voit bien quand même des disparités de sur- et de sous-performance à l'intérieur des composantes de chaque indice qui compose l'Eurostoxx 50, mais on voit bien quand même que certains indices sont plus forts que d'autres. Je vais essayer de me concentrer essentiellement pour la partie Europe sur le DAX. Pourquoi ? Parce que nous, chez Momo Market Live, c'est essentiellement sur cet indice qu'on travaille énormément. Ça ne nous empêche pas de travailler par exemple le CAC, mais étant donné que le DAX, on connaît parfaitement ses cycles et parfaitement sa façon de travailler, eh ben, on aime bien essayer de se concentrer sur un indice. Alors, quand on regarde le DAX, donc je vous ai dit en tendance annuelle, on est pour l'instant sur une tendance haussière, d'accord, depuis les années 2000, quasiment 2000, 1990, mais plus prononcée à partir de 2008-2009, juste après la crise des subprimes. Si je descends sur une unité de temps trimestrielle, donc une unité de temps un peu plus courte, d'accord, où il faut cette fois-ci 4 bougies pour constituer une année, on retrouve toujours cette tendance haussière. Et lorsqu'on regarde sur les derniers mois, sur les derniers trimestres plutôt, si l'on regarde les derniers trimestres, on s'aperçoit que depuis avril 2020, je vous rappelle ce qu'est cette date, depuis plutôt février 2020 en fait, exactement entre janvier et février 2020, qui est la date où on a eu ce fameux Covid qui a provoqué une baisse fulgurante sur le DAX. Vous voyez, on est quand même passé de 13 780, quasiment 14 000, 13 008, à quasiment 8 200 points. Et depuis
cette époque du Covid, on voit bien que le marché a rebondi très rapidement, d'accord ? Il n'est pas tombé dans un pessimisme énorme. On est resté sur une phase de baisse, mais très rapidement reprise. C'est encore une fois l'action des banques centrales qui a permis, et l'action des États qui a permis justement ce redynamisme important. Pour autant, ensuite on a eu donc une grande phase de montée, une phase de rebond élastique, comme on pourrait l'appeler, qui est venue reprendre donc toute cette phase de baisse du Covid, et derrière, on est reparti de plus belle. Manque de bol, à partir de 2022, qu'est-ce qu'on a eu ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et pareil, rephénomène justement où les marchés ont eu un peu de peur, un peu de volatilité, et ils se sont mis un petit peu à douter de la continuité de la hausse. Qu'est-ce qu'on a eu après cette période de guerre Russie-Ukraine ? Pareil, toujours action des banques centrales, des plans de relance, et on est reparti. Et on voit bien que là, cette fois-ci, depuis la baisse de la guerre Russie-Ukraine, on est reparti, mais pour l'instant, on s'arrête sur le dernier sommet qu'on avait fait depuis la relance du Covid. Est-ce que pour autant, on peut dire que cette zone-là, qui est matérialisée ici sur... alors attendez, parce que là, je vous remets les objets en fait que j'avais mis qui correspondent en fait au plus haut et au plus bas des clôtures annuelles, hein, d'accord ? Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que cette zone qu'on a ici, d'accord, qui est matérialisée ici par toutes ces bougies trimestrielles, est-ce que là, avec la bougie trimestrielle qui a été redémarrée depuis octobre, d'accord ? Est-ce qu'on va venir continuer ce phénomène de va-et-vient qu'on a eu depuis le Covid, où on est monté, redescendu, et lorsqu'on est repassé par le Covid, on est redépassé le niveau du Covid, et là, est-ce qu'on va continuer de dépasser ce phénomène-là et encore aller chercher des plus hauts, donc encore aller casser la zone, par exemple, des 16 500, 15 600. On va voir. Pour l'instant, je n'ai pas l'information. Tout ce que je peux dire, c'est que le marché reste dans sa tendance haussière, est venu sur un double top, et pour l'instant, on ne peut pas affirmer que le marché va retomber. D'accord ? Qu'est-ce qui pourrait me faire dire que le marché se dégrade ? Ben, déjà, ça serait un repassage ici sous les 12 000 points. Si par exemple, en trimestriel, on venait à clôturer sous les 12 000 points, alors on reviendrait en fait dans l'impulsion qui a été initiée lors du moment Covid, et donc on pourrait se dire, bah, le pessimisme est en train de revenir, et on pourrait passer sur une phase plutôt baissière, une espèce de ce qu'on appelle loi de dos, où vous avez pour l'instant des sommets qui sont de plus en plus hauts. Vous voyez le sommet d'ici, d'accord ? On a bien fait un sommet derrière qui est plus haut que ce sommet-là, et des plus bas qui sont de plus en plus hauts. On a bien ici un plus bas avec le Covid, et là on a un nouveau plus bas avec la guerre Russie-Ukraine, mais qui est plus haut que le plus bas du Covid. Donc pour l'instant, on est dans une dynamique plutôt haussière lorsqu'on regarde en échéance trimestrielle, mais on sait qu'une dégradation plus marquée à plus long terme sera faite si on passait sous la zone des 11 900, 12 000 points. Pour l'instant, pas d'inquiétude, on est situé autour des 16 000 points. Je descends sur une unité de temps un peu plus courte pour dézoomer cette partie-là. Vous voyez, je ne vais plus regarder maintenant depuis le Covid, mais je vais essayer de dézoomer entre 2022 et jusqu'à nos jours. Donc je passe sur une unité de temps mensuelle. Alors on va enlever cette écriture en vue hebdomadaire, et voilà. Donc on revoit bien notre fameux double top, d'accord, qui s'est produit à partir de la guerre Russie-Ukraine, d'accord ? On voit bien qu'ici, on est remonté, d'accord ? Depuis qu'on a fait cette espèce de double top où on a bloqué sur ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, les marchés ont corrigé, d'accord ? Après être revenus sur ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un phénomène de stress qui s'est produit avec cette guerre Russie-Ukraine et on est reparti très vite. Depuis octobre 2022, vous avez vu, on est reparti. Et à partir de ce niveau-là, à partir de cette zone-là, on voit bien que le marché a du mal à aller plus haut.
il a déjà retracé. Mais vous voyez, là, lorsqu'on regarde la bougie de novembre 2023, celle qu'on est en train de vivre en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, on voit bien que le marché repart de plus belle. D'accord? Il repart avec force. Vous voyez, en un mois, enfin, on n'est encore qu'à 15-16 jours du mois de novembre, donc le mois de novembre n'est pas terminé, mais en pratiquement 15 jours, vous avez repris pratiquement 2 mois de baisse sur le marché. Vous voyez là, on était sur 3 mois de baisse consécutive sur le DAX, et en l'espace de 15 jours, on reprend 2 mois de baisse. Souvent, on a pour habitude de dire que lorsqu'il y a des impulsions très fortes comme ça, sur une période de temps donnée très courte, c'est souvent synonyme d'un signal de force, d'accord? Un peu à l'image d'ici. Vous voyez, par exemple, ici, lorsqu'on a eu en un mois une reprise pratiquement des 2 mois précédents, on a eu ce qu'on appelle un signal de force. Et derrière, ça s'est matérialisé par des hausses consécutives supplémentaires. Pour autant, on voit bien que notre zone des plus hauts avant la guerre Russie-Ukraine a bien fait son travail. On voit bien ici que lorsqu'on a réussi à dépasser ce niveau-là, on l'a tout de suite réintégré. Donc est-ce que le marché va retrouver des catalyseurs nécessaires, des catalyseurs importants en économie pour pouvoir aller chercher beaucoup plus haut? Ça va être une grosse question. D'accord? On sait bien que le problème est axé autour des banques centrales. Tout le monde a les yeux rivés sur les taux d'intérêt. Tout le monde espère qu'une chose, c'est d'aboutir à la fin de la hausse des taux et de commencer ce fameux point pivot qui serait le point pivot de rebaisse des taux. Donc là, on vient d'avoir cette semaine une stat concernant l'inflation et on voit bien que cette stat de l'inflation pour le moment est en train de baisser, que ce soit l'inflation core, c'est-à-dire l'inflation hors énergie, ou l'inflation normale avec l'énergie comprise dedans. On voit bien que les deux indicateurs ont montré des signes d'affaiblissement mois après mois. C'est la raison pour laquelle les investisseurs commencent à reprendre espoir sur un arrêt déjà, dans un premier temps, des hausses de taux des banques centrales et sur éventuellement un retour à la baisse de la hausse de taux. On verra plus tard mon avis par rapport à ça, je vous le dirai en fin de vidéo, mais je ne suis pas certain que les banques centrales sont prêtes à se mettre à un pivot dès maintenant. Voilà pourquoi je ne pense pas que pour l'instant, les marchés ont la capacité de rebondir énormément. On peut encore éventuellement remonter un petit peu, aller chercher par exemple la zone des 16 000, 16 050, 16 100 par exemple sur le DAX, mais je ne pense pas sincèrement que le marché a les catalyseurs nécessaires pour aller chercher encore de nouveaux plus hauts à l'instant où je vous parle. Il pourra peut-être faire un double top, mais vous dire qu'il ira beaucoup plus haut, aller chercher peut-être 16 500, 17 000 points, j'en suis pas encore certain. D'accord? Donc on verra si cette zone qui est là, qui correspond en fait, vous voyez les 15 947 points sur le DAX, on va voir si cette zone effectivement a les capacités d'être reprise cette semaine. On va voir si cette semaine on va les reprendre ou pas. D'accord? Je dézoome et je continue en mode hebdomadaire pour un peu plus zoomer la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on va faire dans les semaines suivantes. Donc lorsque je regarde cette partie en hebdomadaire, je retrouve bien ma baisse que j'ai eue pendant 3 mois qui a démarré depuis les 16 500 points. D'accord? Donc cette baisse-là qu'on a eue pendant 3 mois, on vient de retracer quasiment, pratiquement 60% de cette baisse. Si je trace ce qu'on appelle un outil qui s'appelle un retracement Fibonacci, on s'aperçoit que sur 100% de cette baisse, on vient de retracer plus de 60% de cette baisse. Ce qui veut dire que les acheteurs sont vraiment à la manœuvre depuis cette fameuse stade de l'inflation. La stade de l'inflation a démarré sur la semaine qui est là. On a vu l'accélération que ça a donné. Pour autant, et c'est là où ça va devenir plus intéressant, on voit que le marché remonte, mais il remonte d'une manière très forte, très vite, et il remonte avec des gaps. Vous voyez,
On a eu ici un gap hebdomadaire. On reprend des moyennes mobiles. Vous avez ici en gris ma moyenne mobile 50, d'accord, qui est haussière. Vous avez ici en rouge la moyenne mobile qu'on appelle à 20 périodes, donc qui est sur 20 clôtures précédentes, qui est baissière. Et vous avez une moyenne mobile de court terme, qui est ici la moyenne mobile à 7 semaines, qui est en train de se retourner. D'accord ? Nous, chez Momo Market Live, on a des indicateurs qui permettent de déterminer en fait quand ces moyennes mobiles se retournent. D'accord ? Et pour l'instant, toutes ces moyennes mobiles, à partir de la semaine prochaine, vont être haussières. D'accord ? Donc vous allez avoir une moyenne mobile 20 qui va continuer de monter, vous allez avoir une moyenne mobile 50 qui va continuer de monter, et vous allez avoir une moyenne mobile 7 qui va continuer de monter. Tous nos prix seront au-dessus de ces moyennes mobiles. Et bien souvent, lorsque vous cassez une moyenne mobile, alors c'est pas une obligation, mais lorsque vous cassez une moyenne mobile, il y a souvent un pullback qui s'opère dessus. Je ne dis pas que ça va se réaliser, mais étant donné qu'on arrive sur l'open annuel de 2022, vous voyez un petit peu toutes ces bougies que vous avez eues ici en hebdomadaire, vous voyez, on était en fait passé par une phase de latéralisation en hebdomadaire, puis à un moment donné, on est passé sous cet open 2022 début août 2023, et depuis qu'on est passé en dessous, vous voyez, ici on était passé une fois en dessous, ici on était passé une fois, mais dans la foulée, on les avait repris. Là, cette fois-ci, on était passé en dessous, mais on ne les a jamais repris. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on est venu taper ce niveau des 15 947, qui correspondent à votre ouverture annuelle de l'année 2022, eh bien à chaque fois, on a échoué à clôturer au-dessus. C'est la raison pour laquelle ici, on a eu une continuité de la baisse. Et là, cette semaine, on vient de quasiment arriver sur ce niveau-là. Donc vous voyez que par exemple ici, on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines à venir reprendre ce niveau. Et même après 6 semaines de tentative, on échoue. Là, en l'espace de 3 semaines, on vient rechercher ce niveau. Le marché est monté fort. Le marché a mis beaucoup d'espoir dans l'avis que les banques centrales, que ce soit américaines ou européennes, allaient passer sur un pivot de hausse de taux. C'est-à-dire qu'on allait arrêter ces hausses de taux et on allait passer à des baisses de taux. Personnellement, comme je vous l'ai dit précédemment, j'y crois moyen. On a un indicateur en fait qui nous permet de vérifier en fait quelles sont les intentions de baisse de taux pour les marchés. Je peux vous le montrer. Vous voyez, je vais vous mettre ici cette page en fait qui permet de voir que les anticipations des traders par rapport aux hausses de taux actuellement, par exemple aux États-Unis, vous êtes situé entre là actuellement, vous voyez sur décembre, on est entre 5,25 et 5,50 pour la réunion de décembre. Vous savez, la réunion de la politique monétaire de la Fed, de la politique monétaire américaine. Pour janvier, vous voyez que c'est toujours 5,25, 5,50 pour les anticipations de taux. Donc ça veut dire qu'on resterait sur des taux qui ne monteraient plus. À partir de mars, on serait toujours sur 5,25, 5,50, mais vous voyez que les paris baissent à 72% et il y a 28% de personnes qui pensent qu'on pourrait baisser à 5,25, donc pas la majorité. Et à partir de mai, c'est là où tout change, les gens passeraient de 5,25 à 5,50 à 5,25. Ça veut dire qu'on aurait une baisse de taux pour les marchés à partir du mois de mai. Honnêtement, je vais vous donner mon sentiment et je vais vous donner mon avis, mais ça n'engage que moi. C'est totalement arbitraire ce que je vous dis. Je pense que les banques centrales européennes et américaines n'ont pas remonté les taux pour les rebaisser aussi vite. Pourquoi ? D'une, ils nous ont dit que les taux allaient rester hauts longtemps. De deux, ils nous ont dit qu'ils seraient dépendants des données et qu'ils voudraient voir plusieurs trimestres consécutifs avec une baisse de l'inflation et avec une inflation qui devrait revenir à 2% pendant plusieurs mois ou trimestres consécutifs avant que peut-être leur politique monétaire change. Et troisièmement, si jamais ils se mettaient à baisser les taux maintenant, peut-être que cette histoire d'inflation, c'est une histoire de prétexte, en fait, si vous voulez, pour remonter les taux.
car ils savent pertinemment que en coupant la liquidité au marché, automatiquement, vous vous donnez moins de marge de manœuvre si demain on rentrait en récession. C'est-à-dire qu'en fait, ces cartouches en fait, que les banques centrales gardent par rapport aux baisses de taux, je pense sincèrement qu'ils attendent une récession marquée pour pouvoir les utiliser. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'on va peut-être continuer à monter les taux. Certes, on va peut-être arrêter de monter les taux. Mais je ne pense pas que les banques centrales vont baisser les taux tout de suite. Et je pense sincèrement que les banques centrales vont être plus dans une logique de se dire, on garde nos hausses de taux pour l'instant. Tant que l'économie tient, on n'a aucune raison de baisser les taux. On se servira de cette baisse de taux pour relancer éventuellement l'économie. Alors, on commence à avoir des petits prémices aux États-Unis de ralentissement. Mais pour autant, ça reste encore très faible. D'accord ? Donc, tant qu'on ne verra pas vraiment une baisse marquée de l'économie américaine, à mon avis, je ne pense pas qu'on rentrera dans une baisse de taux. C'est la raison, et c'est ce qui me fait dire que peut-être que les traders qui anticipent une baisse de taux en mai, peut-être qu'ils sont ils anticipent les choses peut-être un petit peu trop vite. Donc si on retraite ça directement sur notre graphe, eh bien on pourrait se dire que cette remontée rapide d'anticipation de renversement de baisse de taux, elle est peut-être un peu trop vite anticipée vu la vitesse à laquelle ça a été. D'accord ? Donc personnellement, je pense que cette zone-là va certainement bloquer dans les prochains jours. Et je vais appuyer mon analyse maintenant en passant sur une analyse journalière. Donc si je passe sur une analyse journalière, et c'est là où ça va devenir extrêmement intéressant, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque vous arrivez au moment des échéances de contrat. Alors j'ai pris un petit exemple, je suis remonté à 6-7 mois en arrière pour vous montrer les phénomènes qui se produisent lorsque les échéances de contrat changent. On va partir de l'échéance de mai. Alors, je rappelle ce qu'est les échéances de contrat. Vous savez que tous les 3e vendredis de chaque mois, vous avez des contrats qu'on appelle des contrats dérivés par rapport au cash. Ce sont des contrats indices, d'accord ? Avec des échéances, d'accord ? C'est-à-dire que ce sont des contrats à terme. Et ces contrats-là prennent fin à partir d'une certaine date. Donc, vous avez des contrats futurs. Vous avez aussi des options. Ce sont des produits dérivés des contrats indices, d'accord, qui vous permettent de pouvoir acheter un indice à un temps, pendant une période donnée, à un prix fixe déterminé à l'avance. Et donc, en fait, tout ça, les grosses gestions d'investissement font des paris dessus, d'accord ? Et ces paris arrivent à échéance au moment du 3e vendredi de chaque mois. Donc, chaque mois, il y a des échéances, et chaque mois, ces échéances arrivent à leur terme. Et c'est au moment de leur terme qu'on vérifie si ces paris ont été gagnants ou perdants. D'accord ? Eh bien, regardez, je vais vous montrer un phénomène qui est très intéressant à regarder. Vous voyez, lorsque vous arrivez ici sur l'échéance de mai, vous voyez que précédemment cette échéance, nous avions une tendance plutôt haussière, qui s'est en plus accélérée au moment de la semaine d'échéance, c'est-à-dire la dernière semaine qui correspond au 3e vendredi du mois de mai. D'accord ? Et on voit l'accélération qui s'est produite. Et regardez ce qui se passe juste après l'échéance de mai. On était vendredi 19 mai, donc comme je vous l'ai dit, 3e vendredi du mois, qui correspond à l'échéance de ces contrats, donc à l'échéance de tous ces paris qui ont été pris précédemment. D'accord ? Je ne rentre pas dans le détail de l'explication de ces paris, mais pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est les calls, les puts, enfin tout ce que vous avez sur les options. D'accord ? Donc, on voit que juste après cette échéance, le lundi qui a suivi, qu'est-ce qu'on a eu ? Une phase baissière du marché. Je ne dis pas qu'on a eu un retournement du marché, mais je dis qu'on a eu une phase baissière. C'est-à-dire que le marché a retourné son mouvement pendant un laps de temps. D'accord ? Il est venu retracer à peu près peut-être 20 ou 30% du dernier mouvement qu'il a initié. Et pourquoi ça se produit ? C'est tout simple. Tous ceux qui avaient des paris qui avaient été pris jusqu'à l'échéance de mai n'avaient qu'un seul intérêt, c'est que leur pari passe. Et ils avaient besoin de tenir le marché jusqu'à que le pari arrive à échéance de manière à être payés sur leur pari.
Et maintenant que les contraintes techniques ont disparu après l'échéance de mai, d'accord, après la fin de ce pari de mai, eh ben les vendeurs avaient tout loisir de pouvoir reprendre de la force, car il n'y avait plus de contraintes des acheteurs. Et donc c'est pour ça qu'on a vu ce phénomène baisser. Je continue. Vous arrivez sur la période de juin. En période de juin, il s'est passé exactement pareil. On a eu un phénomène d'accélération qui s'est produit à partir d'ici, pendant toute cette période jusqu'à arriver l'échéance de juin, et on voit bien qu'après, la phase, le mouvement précédent, a été inversé une fois que l'échéance de juin est terminée, le fameux vendredi. L'échéance de juillet. Alors l'échéance de juillet, c'était un peu plus difficile à détecter, mais quand bien même. Regardez, l'échéance était prévue le vendredi, donc le vendredi 21 juillet, c'est-à-dire sur cette bougie-là. On voit que quelques jours après la fin de l'échéance, des petits malins ont essayé de reprendre des paris à la hausse pour aller jouer l'échéance de août. Mais comme l'échéance de août était encore très très loin, eh bien il y a eu des vendeurs qui se sont permis de vendre. Et donc on voit bien encore le phénomène apparaître. Échéance de juillet, on voit ce phénomène sans pour autant voir à la fin de la dernière semaine la même chose qu'on a eu sur mai et juin, c'est-à-dire le phénomène d'accélération. Cette fois-ci, on l'a eu après l'échéance, le phénomène d'accélération. Mais on voit bien que malgré tout, après l'échéance de juillet, on a eu quand même une phase qui a inversé la phase précédente. Je continue. Si vous allez sur l'échéance de août, on était sur une phase baissière. Vous êtes d'accord avec moi que depuis ce point haut-là, on a eu une phase baissière qui nous a amené jusqu'ici à l'échéance de août. Et comme par hasard, les contraintes étant terminées à partir de mi-août, le fameux vendredi 18 août, qu'est-ce qui s'est passé derrière? La phase a été inversée et nous avons rebondi jusqu'à l'échéance de septembre. D'accord? Et à l'échéance de septembre, c'est pareil. Toute cette phase de hausse qui a été produite entre l'échéance de août et l'échéance de septembre, des gens qui ont pris des paris haussiers, ils ont tenu jusqu'à leur pari jusqu'à l'échéance de septembre. Et à l'échéance de septembre, on a eu une phase baissière qui a duré jusqu'à l'échéance d'octobre. Le fameux niveau dont je parle très souvent sur Twitter, qui pour moi est un niveau extrêmement important, qui est le niveau des 14 800 points. Ce niveau sur le DAX est un niveau pivot annuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je considère que lorsque les marchés arrivent sur 14 008, lorsqu'on est au-dessus de 14 008, je peux considérer que le marché est plutôt du bon côté de la barrière et que les acheteurs ont le pouvoir. Si jamais on commence à rester sous 14 008, alors le marché se dégrade nettement et on pourrait avoir une dégradation qui pourrait nous amener jusqu'à peut-être même 14 000 points. Pour autant, je reviens à mon explication des échéances. Regardez ce qui s'est passé à l'échéance d'octobre lorsqu'on est arrivé sur ce pivot annuel. On voit bien que ça a tergiversé autour des 14 008. Vous voyez, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien le phénomène. On voit bien que ça a tergiversé autour des 14 008, mais que pour autant, quand les 14 008 ont été repris ici, et lorsqu'on s'est éjecté avec un gap matinal, même si on est venu le combler dans la journée, et qu'on a cassé cette zone ici avec un gap, et qu'on a fabriqué, alors, pour les connaisseurs, ce qu'on appelle un îlot de retournement. C'est un îlot de retournement, c'est un ensemble de bougies qui est séparé par un gap à gauche et un gap à droite. Ça, c'est une figure, en fait, de retournement du marché. On a vu ce qui s'est passé derrière. Et c'est là où je veux en venir. Et c'est là où les choses vont devenir intéressantes. Là, nous venons de passer l'échéance de novembre. D'accord? Vendredi, là, nous avons fini l'échéance de novembre. Et comme par hasard, nous avons fini l'échéance de novembre au plus haut. Est-ce que pour autant, je peux me mettre à vendre le marché de manière aveugle? Bien entendu, non. Mais pour autant, il est normal et légitime de se dire qu'à partir de maintenant, que les contraintes sont terminées pour les acheteurs, des vendeurs pourraient apparaître. Pour, comme je vous l'ai expliqué précédemment par rapport à toutes les échéances, faire ce qu'on appelle un changement de phase. Alors, pour autant, même si je suppose, regardez, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent laisser penser qu'une correction peut se mettre en place. On verra dans un deuxième temps comment pourrait se mettre cette correction en place, de quelle manière, de quelle nature elle va se former. Dans un premier temps déjà, nous avons notre fameux
Open 2022. Je vous ai montré tout à l'heure en hebdomadaire comment ce niveau a bloqué. On retrouve bien ici, vous voyez en journalier, cette phase de blocage de l'Open 2022. On voit bien toutes les bougies qui ont essayé de casser par le haut, par le bas, puis de rester au-dessus, puis des bougies qui sont cassées par le bas. Ça, à chaque fois, beaucoup hésité. Un peu lorsqu'on est arrivé ici sur les 14 008. Donc déjà, ce niveau-là va être très compliqué. Deuxième problème, on arrive sur l'échéance de novembre. On sait qu'on peut avoir un changement de phase. D'accord ? Donc, moi, personnellement, pour la semaine qui vient, avec les abonnés et les membres de Momo Market Live, on va, personnellement, sur cette semaine, commencer à chercher des ventes sur ce niveau. D'accord ? On va se mettre à regarder les premiers signaux de faiblesse du marché pour chercher des ventes. Pour autant, j'ai une zone intermédiaire qui se situe entre les 14 008 et ces 15 947, 16 000 points. C'est la zone ici, vous voyez, qui est représentée ici par ce rectangle, qui se situe entre 15 490 et 15 570. Vous voyez, c'est à peu près les phases de marché qu'on a eues ici. Vous voyez, ici, ça a bloqué, c'est reparti. Ici, ça a bloqué sur cette mèche à l'échéance de août et c'est reparti. Vous voyez, ici, on l'a cassé, on est venu la pullbacker et on est reparti à la hausse. Eh bien, ici, par exemple, vous voyez, lorsqu'on est remonté ici par rapport à mon point 3 que j'avais numéroté, on est remonté dans cette zone et on a rebaissé par la suite. D'accord ? Et on voit que là, avec la stat de l'inflation qu'on a eue cette semaine, on a complètement cassé cette zone, qui pour moi est une zone ici qu'on peut appeler de support-résistance intermédiaire. Intermédiaire parce qu'elle est située entre mes 16 000 points et mes 14 800 points. Donc, on a cassé cette zone. On n'est pas venu la pullbacker. On a continué d'accélérer. Eh bien, moi, je pense que si le marché bloque à partir de la semaine prochaine sur ce niveau-là, la zone, on va dire, située entre 15 947 et peut-être les petites mèches qu'on a fait par là, vous voyez, à peu près 16 000, voire au plus haut, peut-être 16 050. D'accord ? Donc, je vais considérer que la zone qui est ici pourrait éventuellement me donner une phase de repli. Mais pour autant, pas du tout une inversion de tendance. Je préconise que cette zone va me donner une phase de repli pour venir faire mon pullback sur cette zone. D'accord ? Pour revenir pullbacker cette zone. Il est très rare quand vous cassez une zone qui a été énormément travaillée que cette zone n'est pas pullbackée par la suite. D'accord ? Qu'on n'ait pas un pullback sur cette zone. Or là, on l'a cassée de manière très forte sans même venir la pullbacker. Donc, mon travail cette semaine, avec les membres de Momo Market Live sur notre Discord, eh bien, ça va être d'essayer de chercher le signal journalier ou 4 heures pour essayer de détecter un début de phase, d'inversion de phase, pour aller chercher ça. Pour résumer, je dirais que il faudrait éventuellement chercher un signal entre la zone 15 950, voire 15 009 et 16 050. D'accord ? Trouver un signal de retournement. Alors, je ne peux pas vous expliquer ici comment on trouve, nous, nos signaux de retournement. C'est pour ça que je vous invite à venir nous rejoindre sur le Discord et vous verrez de quelle manière on les trouve. On a plein d'astuces, plein de méthodes, mais nous, ici, c'est ce qu'on va chercher. Et dans un premier temps, l'objectif qu'on va se fixer sur ce retournement sera d'aller chercher ma zone support intermédiaire représentée par ce rectangle. Ça veut dire que concrètement, ce que je vous propose, c'est d'essayer de peut-être faire un plan de retournement de marché qui se situerait entre 15 950 et 16 050 pour aller chercher ma zone des 15 600, 15 570. Voilà. Ça serait le premier plan. Et une fois que cette phase serait faite, eh bien c'est là où il faudra regarder si le marché a de la force par rapport à cette force qu'il a initiée. Est-ce qu'il est capable de relancer son marché pour aller chercher à nouveau
ces fameux 15 940, 15 950, voire 16 000 points, voire les dépasser en prenant appui sur cette zone. Pour autant, si jamais, à la suite de cette phase de consolidation, on venait à casser ma zone support, alors dans ce cas-là, je dirais qu'il faudrait peut-être même renforcer les ventes pour cette fois-ci aller chercher à nouveau nos fameux 14 008. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, on en est à essayer de travailler pour la semaine qui vient et pour les semaines futures, de travailler cette phase-là. D'accord ? Donc pour moi, dans un premier temps, je vais d'abord voir la réaction qu'on va avoir sur le marché qui va venir chercher cette zone. Et une fois qu'on arrivera sur cette zone, on verra si des signaux de retournement se mettent en place pour pouvoir aller à nouveau repartir vers les 15 950, 16 000 points. Alors bien évidemment, quand je vous donne ce plan, la règle d'un trader, c'est de dire « Mais d'accord Maurice, jusque où tu as tort ?» C'est-à-dire que je veux bien vendre sur signal cette zone, mais pour autant, à quel moment je peux me dire « J'ai tort ?» Parce que pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement. Je suis face à un flux énorme qui s'est produit en 15 jours depuis les 14 008 et la tendance, pour l'instant, si je la regarde en journalière, est totalement haussière. C'est-à-dire que ce que je veux jouer là, on va dire que même si je vais essayer de chercher un signal en intraday pour essayer de jouer cette phase de retournement, n'est que de la pure anticipation. Vous comprenez ce que je veux dire ? On peut très bien rester autour des 15 009 et latéraliser point haut. C'est pas impossible. D'accord ? Donc il faudra peut-être s'y reprendre à plusieurs fois avant peut-être d'avoir le succès escompté d'aller chercher cette zone des 15 550, 15 570. D'accord ? Donc nous, on va essayer de travailler là-dedans, mais pour autant, on n'insistera pas si le marché venait à combler ce gap. Regardez, vous voyez ici, je vais essayer de zoomer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur mon graphe. Je m'en excuse d'ailleurs par avance, mais c'est assez compliqué de tout enlever et de tout remettre après par la suite. Regardez, je vous montre. Ici, on a eu un gap, d'accord ? Récemment, lorsqu'on a fait notre montée ici, on est venu chercher ce gap-là. Vous voyez ce gap-là qui était ici, d'accord ? Et là, il reste encore un gap au-dessus de cette zone. Vous voyez la zone là que je vous ai dit autour des 16 050 qui pour moi devrait être la zone ultime de blocage après l'échéance de novembre. Eh bien, je vais considérer que si jamais ce dernier gap ici que j'appelle gap de rupture, d'accord ? Pourquoi ? Parce que le plus bas de cette bougie ne touche pas le plus haut de cette bougie. Donc je considère qu'on est sur un gap de rupture. Et la preuve en est, c'est que derrière ce gap, vous avez vu que le marché n'a fait que baisser. Et donc c'est ce gap qui a initié cette phase de baisse. Et là, on est sur une phase de rebond. Eh bien, je vais considérer que si ce gap est repris, alors le plan que je vous propose d'essayer d'aller chercher ma zone médiane de support-résistance est en échec. Et donc, il faudra certainement se dire que le marché garde les velléités haussières et peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. D'accord ? Donc, je vous résume pour cette semaine ce que je vais faire sur le DAX. Essayez de chercher, après mon échéance, un point de short sur signal journalier dans cette zone, d'accord ? Autour des 15 009, 16 050, d'accord ? Avec un stop qui serait situé à 16 240, qui serait le comblement de mon gap de rupture, ici, d'accord ? Pour aller chercher quoi ? Pour aller chercher ici, ce niveau, la zone des 15 550, 570. D'accord ? Et ensuite, on verra, arriver sur cette zone, si le marché décide d'enfoncer la zone médiane support-résistance, ou au contraire, de peut-être nous faire un espèce de range qui pourrait éventuellement terminer l'année 2023. Mais ça, on le verra dans de prochaines vidéos. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous décortiquer et de vous donner un petit peu la vue de marché qu'on a sur Momo Market Live. Hein. Tous nos membres sont à peu près dans cette logique de plan. On verra, on ne va pas s'en obstiner. On va regarder comme on fait tous les jours comment le marché se comporte au moment de l'ouverture du marché dès lundi.
Et on verra, en fonction de ce qui se passe, si on peut rentrer sur le marché dans une position short qu'on pourrait garder en swing pour essayer de faire peut-être 300, voire 400 points quand même de performance. Voilà. Donc pour le DAX, je m'arrête là. Je ne vais pas revenir sur les autres indices. Pour le CAC, c'est à peu près le même combat. On voit que le CAC, juste sans aller vraiment dans la profondeur du détail comme je l'ai fait sur le DAX, on voit juste que le CAC, c'est exactement pareil. Il a bien remonté pendant 15 jours. Il a pour autant, si je repère à peu près le même gap de rupture qu'on a eu sur le DAX, il en est quand même beaucoup plus loin. Vous voyez que pour aller combler ce gap, il faudrait remonter à 7381. Mais pour autant, pratiquer le même plan sur le CAC n'est pas impossible. Voilà. Je dirais que simplement, il va falloir surveiller dès lundi le changement d'échéance. Donc pour le CAC, pour ceux qui sont amateurs du CAC, je dirais que si vous arrivez à trouver une zone de résistance autour des 7300 points, votre stop ne serait pas très loin, il serait situé à 7380. Et ça serait pour aller chercher quoi? Eh bien, ça serait pour aller chercher la zone des 7000 points, à peu près la même zone médiane qu'on a eue, 7000, 7050. C'est à peu près la même zone médiane qu'on a eue sur le DAX. L'Eurostoxx, je ne m'étale pas dessus, c'est à peu près exactement le même raisonnement qu'il faut avoir. D'accord? Maintenant, j'en viens aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on voit bien qu'en annuel, l'indice phare, il est là. Je vous le montre, c'est le Nasdaq. D'accord? Le Nasdaq, depuis le 1er janvier, gagne 45%. D'accord? Le Dow Jones, il gagne 5,4% depuis le 1er janvier. Et le SP500, qui est l'indice large en fait des grandes valeurs, gagne 17,5%. Donc on voit quand même qu'on est sur des indices qui sont quand même relativement forts, qui ont repris pratiquement plus de 50% pratiquement pour le Nasdaq et le SP500 de leur correction qu'ils ont eue en 2022. D'accord? On voit bien que leur objectif, c'est d'aller chercher les Open de la même manière qu'on a eu sur l'Europe de 2022. On voit que le Nasdaq est le plus en avance. On a des résultats très importants, je vous l'annonce à partir de mardi. On a des résultats concernant Nvidia, d'accord, qui maintenant est un poids lourd sur la cote du Nasdaq, d'accord. Et donc il faudra faire très attention. Ces résultats seront publiés mardi soir, donc l'impact on l'aura mercredi matin, d'accord. Fin de semaine, il me semble que c'est férié sur les États-Unis. Donc n'oubliez pas qu'on va être sur une semaine écourtée aux États-Unis et que donc les mouvements peuvent se faire dès le début de semaine. D'accord? Donc on verra comment ça se comporte sur les États-Unis, mais on voit bien quand même que le phénomène de rebond qui s'est opéré sur l'Europe, bah, il est aussi fort sur les États-Unis, à l'image d'un Dow Jones qui est quand même revenu sur une zone. Alors nous, on travaille beaucoup chez Momo Market Live, le Dow Jones et le Nasdaq. Donc c'est pour ça que je vais passer un peu de temps avec vous sur le Dow Jones aussi. On voit bien qu'en annuel, le Dow Jones, c'est l'indice qui est le plus en retard par rapport aux deux autres. Il ne gagne que 5,5%. D'accord? Donc c'est l'indice le plus faible. Si je passe en trimestriel, on est revenu sur la reprise de ces deux trimestres-là. D'accord? Donc on a quasiment retracé plus de 60% de cette phase de baisse. Je vais un peu vite. Ensuite, je passe en mensuel. Si je vais en mensuel, on voit bien que le marché a donné quand même une très belle impulsion sur novembre, est revenu quasiment, vous voyez, sur cette zone-là, qui est une zone qui avait à peu près latéralisé, d'accord? Ici, là, la zone d'alternance, vous voyez, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, autour des 34 950, à peu près 35 000, vous voyez, 35 500. Je descends en hebdomadaire, qu'est-ce que je vois? Je vois que le marché est dans une phase plutôt latéralisante. On voit bien qu'on a un espèce de va-et-vient. Vous voyez, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte depuis cette phase de hausse, depuis octobre 2022. Vous voyez? Et là, lorsque je descends sur l'unité de temps jour, j'ai détecté
de la même manière que j'ai détecté sur mon DAX une zone, j'ai détecté cette zone. Vous voyez, ici, cette zone-là, qui bloque. Cette zone, elle est située entre 34 900 et 35 050. Elle peut monter un petit peu plus haute. Vous voyez, elle pourrait monter jusque là, 35 300. Pour autant, j'estime que si ce gap qui est là, vous voyez, on a un gap un peu dans le même style que je vous ai expliqué, le gap d'invalidation du DAX, d'accord? Eh bien, si le gap qui est là, qui est situé sur la journée du 15 août, venait à se faire combler, alors il y a de grandes chances que l'idée de vendre ce niveau sur le Dow Jones après l'échéance de novembre serait aussi totalement invalidée. Car oui, je pense que les marchés US risquent de bloquer à partir de maintenant et on risque d'avoir peut-être une phase de correction à partir des semaines qui vont arriver. Encore une fois, pas une phase de retournement, mais une phase de correction. Ce n'est pas la même chose. Une phase de correction, c'est simplement un repli technique par rapport à une tendance qui s'est faite. Alors, un repli technique qui pourrait m'amener où? Donc, si on suppose que ma zone de blocage est entre 34 009 et 34 050, 34 100 grand maximum, vous voyez, 100, 124, à peu près la mèche qu'on a eue là, l'idée, ça serait de revenir éventuellement sur cette zone intermédiaire. Vous voyez, cette zone qui a bloqué ici, d'accord, qui ici a été cassée, qui est venu être pullbacké à cet endroit-là, et que derrière, ça a relancé à la baisse, qu'on est venu reprendre ici dans la phase de hausse en novembre, on a latéralisé dans cette zone, puis on a accéléré au-dessus. Donc l'idée pour moi sur le Dow Jones, pour ceux qui veulent trader le Dow Jones, ça serait de se dire, éventuellement une vente dans cette zone-là, une invalidation si jamais on passait au-dessus des 34 300, 320, pour aller chercher quoi? Eh bien pour aller chercher cette zone-là, la clôture de ce gap, voire cette zone. Environ 34 100, 34 150. Voilà. Donc l'idée, ça serait de jouer à peu près le même plan qu'on a sur le DAX après le changement des échéances sur une zone de résistance. Voilà. Donc dans l'idée, c'est ce que je voudrais faire. On verra cette semaine. Je ne vous dis pas que c'est le plan qu'on va faire à tout prix. On verra les signaux que le marché nous envoie. On verra comment le marché va se comporter. Et en fonction de son comportement, c'est ça, nous, notre force, c'est que sur Momo Market Live, on a des outils, on a des setups, on a des choses qui nous permettent de détecter une fragilité du marché. Donc, ce que je vous conseille de faire, là, j'essaye de vous faire en fait une vidéo assez succincte de notre vue de marché. Bien entendu, je ne peux pas rentrer dans le détail de la prise de position selon nos signaux. Ça mettrait énormément de temps. Nous, sur Momo Market Live, sur notre Discord, on a une salle, d'accord? Cette salle, elle est ouverte toute la journée. Ça veut dire que toute la journée, à n'importe quel moment de la journée que vous venez, vous pouvez venir, vous pouvez me poser des questions. Les membres aussi peuvent vous aider et on peut vous donner une idée sur le plan du marché, sur notre vision du marché à l'instant T. Dans la journée, on prend des trades, d'accord? Ces trades, vous êtes libre de pouvoir les copier ou de ne pas les copier. C'est vous qui décidez. Vous avez l'entière liberté des plans qu'on va proposer en fonction des analyses qu'on va vous donner. L'avantage qu'on a, nous, chez nous, c'est que tous les plans qu'on vous donnera seront assortis d'une analyse. Et cette analyse vous permettra, vous, de votre côté, de vous faire une idée si les arguments qu'on met en face de ces plans sont intéressants à prendre ou pas. Voilà. Donc, les portes sont ouvertes de Momo Market Live. Vous pouvez venir. Il y a encore en ce moment l'offre de bienvenue que vous pouvez profiter. On vous offre 48 heures pour venir tester le service, voir comment on travaille. C'est très simple. Pour pouvoir y accéder, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le lien, de Momo Market Live, d'accord, que je vous posterai avec le lien de cette vidéo. Vous aurez ici donc accès, ici, vous voyez, au site de Momo Market Live. C'est extrêmement simple, d'accord. Ensuite, lorsque vous serez ici, vous aurez, dans un premier temps, une salle publique dans laquelle nous postons toute la journée des annonces, d'accord, où les membres postent des annonces tout au long de la journée. Ensuite, vous aurez, si vous devenez membre, une salle membre dans laquelle tous les membres postent leur plan et vous disent ce qu'ils voient, les annonces macroéconomiques qu'ils peuvent voir. Tout
tout est marqué. Vous avez le temps de les relire minute après minute. Lorsque vous voulez prendre votre abonnement ou lorsque vous voulez déjà tester le service, vous avez une salle support qui vous permet de choisir ce que vous voulez comme type d'offre. Donc, si vous êtes nouvel arrivant, vous pouvez bénéficier de votre offre de bienvenue. Il suffit de cliquer là et à partir de là, on vous activera votre offre de statut membre pendant 48 heures pour venir nous rejoindre en salle Trading Live. C'est là où vous aurez le partage de mes écrans et dans lequel j'interviendrai tout au long de la journée de 8h30 où vous avez le brief matinal jusqu'à 22h, la fermeture des marchés américains. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire concis. C'est un petit peu long. Ne m'en veuillez pas. Mais il y a tellement de choses à dire. Et encore, je pourrais rester des heures et des heures à parler avec vous. Je vous invite vraiment à nous rejoindre. Comme ça, vous aurez tout le détail de nos plans, la façon qu'on trade, la façon dont on agit. Et à partir de là, vous pourrez décider si vous voulez suivre nos plans ou pas. Voilà. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. J'essaierai de réintervenir et de vous refaire des vidéos comme ça régulièrement sur la chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, et bonne semaine de trading à vous. Au revoir.